On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire de La femme gelée d'Annie Ernaux. Annie Ernaux est née en 1940. Après des études de lettres, elle devient professeure. En octobre 2022, elle reçoit le prix Nobel de littérature pour, je cite, « le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle révèle les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Fin de citation. Dans ses écrits, elle parle de sa vie comme de son avortement clandestin dans l'événement. Dans La femme gelée, à la fois roman autobiographique et essai, alors l'essai c'est une œuvre de fiction portant sur les sujets les plus divers qui vont être abordés de façon personnelle par l'auteur. Dans La femme gelée donc, elle montre les limites de l'émancipation féminine. Pendant les 30 glorieuses, 1945-1975, les femmes vont être de plus en plus nombreuses à faire de longues études et à accéder à un emploi. Néanmoins, elles vont continuer de s'occuper de la tenue du ménage car la répartition des tâches domestiques n'évolue pas. L'adjectif gelé qui se trouve dans le titre traduit en effet ce que nous nommons actuellement la charge mentale, cette pression ressentie par la femme qui doit veiller au bon fonctionnement du foyer tout en étant efficace au travail. L'extrait que nous allons étudier montre un jeune couple qui révise ses cours. Le bruit de la cocotte minute va sonner le début des réflexions ironiques de la narratrice sur l'inégalité au sein de son couple. Ainsi, nous nous demanderons en quoi la narratrice met en lumière l'inégalité homme-femme. Pour répondre à cette problématique, nous étudierons dans une première partie le déséquilibre au sein du couple de la ligne 1 à 15, dans une deuxième partie la comparaison avec les parents de la narratrice de la ligne 16 à 19, et pour finir, la remise en question de la narratrice de la ligne 20 à 24. Débutons par le premier mouvement, le déséquilibre au sein du couple de la ligne 1 à 15. On peut constater que les 3 premières phrases vont peigner tout d'abord un jeune couple d'intellectuels qui semble heureux. En effet, plusieurs éléments nous permettent d'appuyer cela. Le complément circonstanciel de temps, 1 mois, 3 mois, met en évidence un mariage récent. De plus, les pronoms nous, ligne 1, et on, ligne 2, ainsi que l'adverbe ensemble, on travaille ensemble dans la grande salle, suggèrent une forme de complicité qui lie les 2 personnages. Cependant, l'ironie de la narratrice se fait entendre très rapidement, et l'adjectif attendrissante de la ligne 3, l'image attendrissante du jeune couple moderno-intellectuel, sonne de façon sarcastique. Effectivement, dans la suite de l'extrait, Annie Ernaux met en évidence l'inégalité qui règne dans le couple. L'utilisation du verbe « s'enliser », comment on s'enlise doucettement, ligne 5, rend compte de la dangerosité de la vie maritale d'après elle. L'adverbe « doucettement » est intéressant à observer dans la mesure où les sonorités qui le constituent suggèrent à la fois la douceur grâce aux sons en « ou » et en « s » et la brutalité grâce à des sons plus agressifs en « t » et en « et ». De plus, l'écriture d'Annie Ernaux, que l'on pourrait qualifier de saccadée, d'orale, accentue encore plus sa désillusion. À partir de la ligne 4, on peut noter que la plupart de ces phrases sont brèves ou averbales. Donc averbal, ça signifie sans verbe conjugué. Quelques exemples, en y consentant lâchement, ligne 5, uni pareil, ligne 7. Et cette manière d'écrire, ces phrases averbales ou brèves vont mimer sa colère. La référence à la cocotte minute va symboliser le déséquilibre marital. C'est avec beaucoup d'ironie que la narratrice note l'utilité de cet objet en s'adressant directement au lecteur. Cadeau de mariage, si utile vous verrez. La personnification chantante sur le gaz, ligne 7, suggère une douce mélodie. Cependant, elle laisse place à un bruit bien moins agréable, mis en évidence par une allitération en S, sonnerie stridente du compte minute. Alors que cet ustensile de cuisine, la cocotte minute, devait signer une révolution féminine, en tout cas c'est comme ça qu'il était vendu, il rappelle à la narratrice l'inégalité homme-femme. La phrase averbale, fini la ressemblance, entraîne une différenciation entre les 2 personnages, dans la mesure où c'est l'écrivaine qui se lève pour préparer le repas. Néanmoins, nous pouvons noter un effet de retardement, puisqu'elle ne dit pas explicitement qui dans le couple fait l'action et demeure vague grâce au sujet l'un des 2. En effet, l'énumération se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage et revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Ligne 8, 9, 10, mime la dimension chronophage de ces actions négatives et répétitives, et le fait que c'est la narratrice qui sacrifie son travail comme le montre le pronom « moi » qui constitue à lui seul une phrase, ligne 10. L'utilisation du substantif ladinette, ligne 10,
Toujours, sous-entend que faire la cuisine semble être un jeu d'enfant. Pourtant, cette tâche ménagère apparaît rapidement comme une corvée solitaire. Il est vrai que l'adjectif « seul », midi et soir, je suis seul devant les casseroles, exprime parfaitement le déséquilibre qui règne au sein du couple. La négation totale « je ne savais pas plus que lui préparer un repas », ligne 11-12, montre en outre que son mari, comme elle, ignore tout de la cuisine, parce que leurs parents ne leur ont pas appris à cuisiner, mais que c'est une tâche qui, pourtant, lui revient. Le rythme ternaire qui suit rapporte au discours direct les questions de la narratrice. Pourquoi de nous deux suis-je la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner pendant qu'il bossera son droit constitutionnel? Ligne 14-15. Et met en lumière une autre inégalité. En effet, alors que la narratrice s'occupe de la cuisine, perd du temps dans ses révisions, son mari, lui, déchargé de cette tâche, déchargé de cette corvée, va avoir le temps de réviser ses cours de droit. On va donc passer à présent à notre deuxième axe, la comparaison avec les parents de la narratrice, lignes 16 à 19. L'apparition de l'imparfait, je revoyais mon père dans la cuisine, rend compte d'un souvenir de la narratrice et permet la référence à un autre modèle familial. Nous apprenons que le père de la narratrice contribue aux préparations culinaires. Cependant, l'intervention au discours direct du mari « Non mais tu m'imagines avec un tablier peut-être le genre de ton père, pas le mien », ligne 16-17, traduit son mépris pour les hommes qui cuisinent. Le vocabulaire familier, il se marre, précise que la colère de la jeune femme est en train de naître. Effectivement, la narratrice est blessée par la remarque de son mari, comme l'indique le participe passé, humilié, ligne 17. La gradation, mes parents, l'aberration, le couple bouffon, et la négation totale, mon modèle à moi n'est pas le bon, il me le fait sentir, révèle que son modèle familial est en décalage avec la norme sociale de l'époque. Enfin, achevons avec le troisième mouvement, la remise en question de la narratrice, lignes 20 à 24. Nous pouvons constater que le texte montre que la narratrice se remet en question face à cette situation injuste. En effet, sa colère est audible dans la négation totale. Je n'ai pas régimbé, hurlé ou annoncé froidement « Aujourd'hui c'est ton tour, je travaille la bruyère ». Sa frustration est contenue, mais elle l'exprime néanmoins par bribes. Tout d'abord, nous pouvons la saisir, la percevoir dans la phrase averbale qui suit. Seulement des allusions, des remarques acides, l'écume d'un ressentiment mal éclairci, grâce au rythme ternaire, qui en effet va rendre compte de l'amertume qui s'empare d'elle. Elle raconte comment elle se remet en cause et se questionne sur le bien fondé de sa révolte. Est-ce que c'est vraiment important tout faire capoter, le rire, l'entente pour des histoires de patates à éplucher? Ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté? Je me suis mise à en douter, ligne 23-24. Parce qu'elle ne souhaite pas être une emmerdeuse, comme elle le dit elle-même, elle va finir par accepter la situation, par se taire face à cette inégalité importante. Dans cet extrait de La femme gelée, nous percevons l'ironie de la narratrice qui découvre le quotidien de la vie de couple et l'inégalité qui va être persistante entre les hommes et les femmes. Comme Olympe de Gouges, comme Marguerite Stern, comme Virginie Despentes, l'écriture semble se présenter pour Annie Ernaux comme le moyen de combattre pour l'égalité.